Salut, bienvenue à tous sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, émission spéciale, émission très intéressante puisque nous allons parler de Johnny Hallyday évidemment. Nous allons parler de son œuvre, de sa vie, de son destin et de ses albums et voir si cet hommage rendu demain... Non, je déconne. On arrête ça tout de suite, on ne va pas parler de Johnny Hallyday, c'est hors de question. Non, on va parler du Brexit parce qu'il y a eu une super info ce matin. Ça bouge, je suis excitée comme une petite puce, ça va être trop cool. Alors on va commenter ça ensemble. Je voulais vous faire une émission depuis longtemps sur le Brexit et voilà. Et ce matin, l'Union Européenne a décidé de me faire une fleur et de me donner l'occasion de parler du Brexit puisqu'il y a une super annonce. Il y a eu un accord de trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Ce matin, c'est bon, c'est fait. Mais attention, seulement sur la première partie des négociations, puisque c'est pas fini quand même, il y a la deuxième partie qu'il faudra traiter incessamment sous peu. Bref, alors, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes chaud ce soir pour parler du Brexit et tout, en ce petit vendredi soir avant le week-end. Alors, salut à Jojo, salut à Gringan, salut à Ekobaru, salut à Deijin, salut à Popoline, salut à Salim. Vraiment, je suis trop contente de vous retrouver. Alors, le Brexit, vous le savez, gros sujet européen. T'es si contente que ça, Jennifer? Bah ouais, carrément, attends. En plus, là, il y a eu un accord de trouver, quoi. Ça fait 6 mois que ça négocie, 9 mois pour activer l'article 50, le fameux, et donc un accord de trouver, et l'accord me fait beaucoup rire. Bref, donc on va écouter tout ça, puisqu'il y a eu une conférence de presse ce matin, très tôt, à 7h50 je crois, enfin vers 8h quoi, où toutes les institutions européennes se sont bougées pour expliquer un peu ce qui a été arrêté en termes de projet d'accord. Et donc on va en parler. Je vais juste répéter quelles étaient les premières priorités de l'Union européenne sur cette première partie de négociation. Et ensuite on va commencer. Alors, pour rappel, sur quoi il fallait négocier pendant cette première partie, c'était sur les conditions de sortie du Royaume-Uni. Et donc il y avait 3 choses. Il y avait le sort des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, ils sont 3 millions. Et il y avait aussi le sort des Britanniques qui vivent dans l'Union européenne et qui sont 1 million. Il y avait ensuite la question de la frontière irlandaise, puisque vous le savez, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, il y a eu des conflits assez importants sur la frontière. Il y a eu les accords de Belfast qui ont un peu mis en place un processus de paix. Là, en fait, on a un peu peur que le Brexit réanime ces tensions. Et c'est plutôt le cas. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, notamment pour l'Irlande. Et donc, pareil, c'était la deuxième priorité. Et la troisième, évidemment, c'était le solde tout compte, puisque le Royaume-Uni s'était engagé sur plusieurs années sur des programmes pluriannuels. C'est comme ça qu'on appelle ça au niveau de l'Union européenne. Donc, il s'était engagé à donner masse de billets jusqu'à 2020, etc. Et donc là, la question, c'était de savoir, est-ce qu'ils vont donner ces sous-sous ou est-ce qu'ils vont les garder? Et... suspense, suspense! Oh là là, est-ce qu'ils vont les donner? Eh bien, on va écouter tout ça. Bref, je vous propose, ça va durer, alors comment ça va se passer? Ça va durer à peu près 1h30. On va commencer par écouter Jean-Claude Juncker et Theresa May, qui vont faire un petit pitch très rapide. Et ensuite, on va écouter plus en profondeur les propositions et l'accord qui a été trouvé avec Michel Barnier. Comme ça date de ce matin, les traductions n'ont pas encore été faites, enfin il manque des traductions, donc je suis désolée, il va y avoir un peu d'anglais. Je vais essayer de vous traduire au mieux, mais je ne suis pas non plus experte en anglais, malheureusement. Et donc voilà, on va faire tout ça. Donc je vous propose de vous mettre un petit jingle, et c'est parti. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et c'est parti. Ça, c'était ce matin à Bruxelles. Good morning, everybody. Welcome to the Commission press room for this joint press conference by President Juncker. Voilà, donc bienvenue à la conférence de presse et tout et tout. Donc vous voyez Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, accompagné de Theresa May, qui est la première ministre du Royaume-Uni. Et donc, il est en train de dire qu'il y a eu des progrès faits sur les négociations
Parce qu'il faut savoir aussi que Jean-Claude Juncker et Theresa May se sont rencontrés le 4 décembre dernier, donc lundi, pour pouvoir discuter et qu'il y a eu des avancées qui ont dû être effectuées lors de cet échange entre eux. Voilà, donc il remercie évidemment Michel Barnier, qui est le négociateur en chef du Brexit pour la Commission. We discussed the joint report agreed by the two negotiators. Prime Minister May has assured me that it has the backing of the UK government. Ah, alors là, Juncker est en train de dire que cet accord trouvé a le soutien de l'ensemble du gouvernement britannique. Et vous le savez peut-être, mais au niveau du Royaume-Uni, c'est extrêmement tendu sur la question du Brexit. Vous avez les pro-Brexit, mais qui sont dans une volonté d'un hard Brexit avec une séparation vraiment nette entre l'Union et le Royaume-Uni, et vous avez ceux qui sont plutôt chauds pour un soft Brexit, donc quelque chose de plus où en fait le Royaume-Uni sera encore dans le marché intérieur, etc., un peu à la Norvège. Voilà. This was a difficult negotiation for the European Union as well as for the United. Alors, Jean-Claude Juncker est en train de dire que ces négociations ont été extrêmement difficiles, mais que ce soit pour l'Union européenne ou pour le Royaume-Uni. Effectivement, vous le savez, dans la chronologie, le Royaume-Uni a décidé le 23 juin 2016 de sortir de l'Union européenne par le biais d'un référendum. À la suite de ce référendum, le gouvernement britannique a pris acte. David Cameron, l'ancien Premier ministre, a démissionné. Et c'est Theresa May, que vous allez voir tout à l'heure, qui a pris sa place, qui lui a succédé, pardon. Et donc, il fallait ensuite déclencher le fameux article 50, vous le savez, du traité sur l'Union européenne. Vous avez regardé la présidentielle avec Asselineau, vous connaissez cet article par cœur. Et donc, c'était cet article-là qui permettait du coup d'enclencher le processus de négociation pour la sortie. Le Royaume-Uni a mis 9 mois avant de déclencher cet article. Pendant ce temps-là, l'Union européenne a bien pu bosser sur les lignes rouges pendant pour les négociations avec les États membres, etc. etc. Et l'Union européenne, très clairement, était prête depuis, avait vraiment anticipé la sortie, avait déjà préparé tous ses services à cette question. Le Royaume-Uni, ça a été un petit peu plus bancal, la préparation. Ils ont mis 9 mois, ce qui est quand même considérable en termes de durée pour déclencher leur sortie. Et donc, ça a été déclenché en mars dernier. Et donc, à cette suite-là, les négociations ont commencé avec notamment Michel Barnier, qui rencontre du coup une fois par mois David Davis, qui est le ministre chargé du Brexit. On appelle ça des rounds de négociations. Il y en a eu 6. Et le 6e porte ses fruits sur la première partie des négociations, à savoir les modalités de sortie du Royaume-Uni. Ensuite, nous allons commencer la phase numéro 2, qui est sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Jean, est-ce que tu as cliqué sur français en termes de traduction sur la vidéo? Monsieur Massier, t'as mis la traduction? C'est en original, là, je pense. Mon ami merci Jean Massier. Pour expliquer tous les détails. Voilà, vous allez un peu plus comprendre ce qui se dit du coup. Quelques remarques sur les droits. Alors, il faut excuser la régie, aujourd'hui c'est Jean Massier. Dans cette négociation, les citoyens sont toujours... Salut Florian, et d'ailleurs salut à ceux qui viennent de nous rejoindre, Perceval, etc. etc. Ça vient juste de commencer, ne vous en faites pas. Les droits des citoyens européens seraient protégés après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les citoyens européens ont fait des choix de vie importants en partant du principe que l'Union européenne était membre de l'Union européenne. Le Brexit a créé de grandes incertitudes pour ces citoyens et pour leurs familles. Aujourd'hui, nous ramenons de la certitude. Les négociateurs de la Commission se sont assurés que les choix réalisés par les citoyens européens vivant au Royaume-Uni seraient respectés, protégés plutôt. Nous nous sommes assurés qu'ils auraient les mêmes droits après le départ du Royaume-Uni qu'avant. Et c'est notamment le cas pour les droits
des citoyens européens qui veulent vivre, travailler et étudier, les droits des citoyens européens qui veulent aspirer au regroupement familial, la protection des droits des enfants des citoyens européens. Voilà, donc Juncker est en train de balancer tout ce qui va être de santé, retraite, assuré pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni. Nous sommes assurés. Oh, merci Jojo! Un don de 17 €. Brexit or not Brexit, là, et la question, t'es la meilleure Jen. Merci beaucoup pour ce don. La Commission a prêté une attention toute particulière lorsque nous avons rédigé, ou lorsque nous rédigerons plutôt l'accord de retrait. C'est la même chose, évidemment. Alors oui, il faut savoir que là, on est sur des projets d'accord. Donc il y a modification possible au fur et à mesure. Mais bon, les grands principes ayant été adoptés, ça va pas bouger des masses. Mais en tout cas, c'est un projet d'accord. Et ensuite, il va y avoir la partie sur les relations futures qui va être greffée à cette première partie-là qui vient d'être trouvée. Et ensuite, les États membres et le Parlement européen devront dire oui ou non à cet accord. Et je crois qu'au Royaume-Uni, je ne sais plus, faut vérifier, mais je crois que le Royaume-Uni va aussi devoir voter. C'est important de protéger la paix et la le Parlement britannique. Indiqué dans l'accord du Vendredi Saint. J'ai été en contact. L'accord du Vendredi Saint, c'est l'accord de Belfast qui règle les tensions entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Lors des dernières négociations que nous avons eues avec nos amis irlandais hier soir, le Royaume-Uni a pris des engagements significatifs pour empêcher qu'on en revienne à une frontière physique après son retrait de l'Union européenne. Tous les États membres pas de frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est une des choses actées par cet accord. Être clair, il nous reste énormément de choses à faire. Le rapport conjoint n'est pas l'accord de retrait. Et bim! Cet accord devra être rédigé par les négociateurs sur la base sur laquelle nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui, puis approuvé par le Conseil et ratifié par le Parlement britannique. Voilà, donc là Juncker vient de nous faire un petit rappel de la procédure, mais c'est énorme parce qu'il balance quand même devant Theresa May. Il y a encore pas mal de boulot et on a quand même bien galéré pour les 6 mois à sortir ça, alors on va encore galérer après. 249 jours. Il y a 249 jours, le Royaume-Uni a notifié son intention de Ça fait 249 jours que le Royaume-Uni et a décidé le Royaume-Uni fera très précisément cela dans 477 jours. Et la sortie sera effective dans 477 jours. Voilà, il y avait la question qui était posée dans le chat. Quand est-ce que le Royaume-Uni doit partir? Il doit partir le 29 mars 2019. Rester un ami et allié proche. La Première ministre et moi-même avons discuté de la nécessité d'une période de transition. Période de transition importante, c'est-à-dire qu'en 2019, quand le Royaume-Uni va sortir, il y aura une période de transition qui ira, je crois, jusqu'à de 2 ans, pendant laquelle le Royaume-Uni sera encore dans le marché unique avant de le quitter totalement. Et ça, c'est le temps de créer, en fait, de faire un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Mais on va en parler un peu plus précisément dans la deuxième partie de l'émission. En commençant par le Conseil européen de la semaine prochaine. Oui, Conseil européen la semaine prochaine, les 14 et 15 décembre. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver pour discuter des affaires générales de l'Union et notamment du Brexit et de l'avenir de l'UE, parce qu'il y a une partie un peu Brexit et une partie de l'avenir de l'UE. En fait, le premier jour, Theresa May, le Royaume-Uni en fait, est invité et le deuxième jour, le Royaume-Uni n'est pas présent. Ah, ça c'est fini, la première partie. On repasse en scène d'intro. Merci Jean. Et Jean est exceptionnel ce soir. Bravo, vous pouvez applaudir Jean. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Conseil européen la semaine prochaine, chef d'État et de gouvernement, donc c'est notamment Emmanuel Macron, c'est Angela Merkel, etc. C'est tous les chefs d'État et de gouvernement européens qui se pointent. Et donc ça c'est la semaine prochaine. On va pouvoir passer à la seconde partie. Jean me regarde avec attention. Et là, c'est Theresa May qui prend la parole. Désolée, c'est exclusivement en anglais. Alors nous allons écouter son bel accent. Voilà, donc elle dit que quand ils se sont rencontrés lundi, ils ont déclaré qu'ils étaient très proches d'un accord. Et l'accord a lieu 4 jours plus tard. Getting to this point has required give and take on both sides. And I believe that the joint report being published is in the best interests of the whole of the UK.
Alors, pour Theresa May, le préaccord, comment dirais-je, va dans le sens des intérêts des Britanniques. Ça me fait mourir de rire, pardon. Neutralité. I've consistently said that we want to build a deep and special partnership with the EU as we implement the decision of the British people to leave at the end of March 2019. Voilà, donc sortie le 29 mars 2019. Et c'est vrai qu'elle a un superbe accent. J'adore l'accent anglais, moi. The deal we've struck will guarantee the rights of more than 3 million EU citizens living in the UK. Voilà, donc garantie des droits des citoyens. Au revoir Sylvain. Garantie des droits des citoyens britanniques, non, européens qui vivent au Royaume-Uni. Ils sont 3 millions, je le rappelle. They will be able to go on living their lives as before. Et ils pourront vivre leur vie comme avant. C'est magnifique. After some tough conversations, we've now agreed a settlement that is fair to the British taxpayer. It means that in future we will be able to invest more in our priorities at home, such as à l'avenir, les Britanniques pourront investir dans leurs priorités puisqu'ils n'auront plus l'Union européenne sur le dos. Et ils vont enfin pouvoir reprendre le contrôle de leurs frontières. C'est ouf. Pardon, je me calme. Integrity of the United Kingdom. We have taken time this week to strengthen and clarify this part of the agreement, following discussions with unionists in Northern Ireland and across the. Alors là, on passe à l'Irlande du Nord et à l'Irlande. Vous savez, c'est très tendu, je l'ai déjà répété plusieurs fois. And I believe this agreement delivers that. To underline the importance of these principles, I'm writing today to the people of Northern Ireland to set out our approach. Est-ce que le Parti travailliste est pro-Brexit? Je m'y connais pas trop en politique britannique. Alors, introduction, alors en fait c'est le problème du Royaume-Uni, ou pas un problème d'ailleurs, mais c'est que sur la question du Brexit, tous les groupes politiques, enfin tous les partis politiques sont assez divisés. Le Labour, donc le Parti travailliste, est le plus pro-européen avec les Lib Dem, qui sont les libéraux, mais tu trouveras des pro-Brexit chez les travaillistes. Par exemple, Jeremy Corbyn, qui est le président du groupe travailliste. Oh putain, merci pour le don. Quoi? Un don de 42 €? Je démarre ma semaine de don à Acropolis. 2 mois. Ah, j'ai pas vu. Déjà 2 mois dans la communauté acropolienne, et c'est toujours avec beaucoup de bonheur que j'arrive devant chaque live. Big up à Jennifer et à l'Europe, et la régie en PLS. La régie te fait des bisous. Et moi aussi, merci beaucoup pour ce don, putain. C'est exceptionnel, du coup, Theresa May, on l'a carrément mise de côté, on s'en fout. Non, mais vraiment, merci beaucoup pour ce don, vous êtes vraiment trop chaud ce soir, ça fait vraiment plaisir. En plus, je suis trop contente de cette émission, j'adore le Brexit. Oh là là, c'est trop bien. Merci beaucoup, je suis trop contente. Bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, non, je sais plus. Ah oui, donc le Parti travailliste, Jeremy Corbyn, pardon, qui est le président du Parti travailliste, est plutôt très eurosceptique. Chez les Tories, donc les conservateurs, c'est extrêmement divisé. Il y en a qui sont vraiment pro-Brexit. Vous avez Boris Johnson, vous avez voilà, les têtes un peu comme ça, et vous avez des plutôt personnes qui étaient pour le maintien dans le Royaume-Uni. Par exemple, David Cameron était plutôt pour le maintien. Bref, donc ils sont très divisés. Voilà. Jen adore la destruction de l'Europe en live, c'est QFD. Non, non, c'est pas la destruction de l'Europe, là, c'est juste le Royaume-Uni qui part, ça va, on va se calmer. Bref, alors voilà, donc ça c'était la première partie. Donc on a entendu Juncker, on a entendu Theresa May. C'est exceptionnel de les écouter tous les deux parce qu'on a un Juncker qui dit qu'en gros on a trouvé les accords, que l'accord respecte quasiment sur la majorité des points les position de l'Union européenne, et que du coup le Royaume-Uni a pas mal cédé. C'est ce qu'il a un peu dit subtilement. Il a également dit que le travail, ok, il y avait cette partie qui était effectuée, mais il y a encore beaucoup de boulot. Il a aussi fait une pique à Theresa May en lui disant que normalement cet accord avait le soutien de l'ensemble du gouvernement britannique, ce qui n'est pas forcément le cas quand on voit la position de Boris Johnson. Donc c'est un peu la merde au niveau interne sur la question du Brexit. Et on a Theresa May qui, à côté, nous dit que l'accord respecte les positions britanniques, que ça va dans le sens des intérêts des Britanniques, que bientôt ils auront fini avec l'Union européenne qui les fait chier avec leurs normes. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le résumé. On va passer aux questions des journalistes à Juncker et à May. L'union pour un accord qui a été difficile à trouver et qui est dans notre intérêt commun. Merci. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Oui, je vous en prie.
Jurek Kuszkiewicz from the newspaper Le Soir here in Brussels. Prime Minister. Madame la Première ministre, donc... ardue, comme vous l'avez dit. Ils n'ont pas fait la traduction de Theresa May, mais par contre on a la traduction des journalistes. Mais ce n'est qu'un début, un premier stade. Le journaliste qui met le couteau dans la plaie, c'est qu'un début. Alors, la question suivante est-elle venue à l'esprit? Le Brexit est une mauvaise chose. Cette question vous était venue à l'esprit. En 2016, la réponse, à 2016, les Britanniques ont pu choisir de rester ou non dans l'Union européenne. Le Parlement était uni, tous les partis étaient unis, une majorité significative a décidé de permettre au peuple de décider, le peuple a décidé de quitter. Si je me souviens bien des résultats, c'était 52% de la confiance en faveur du Brexit au niveau du Royaume-Uni. Les Britanniques doivent pouvoir se fier aux hommes politiques. Adam, la BBC? Elle n'a pas vraiment répondu à la question, hein. En tout cas, on ne peut pas reprocher à Theresa May de vouloir respecter la volonté du peuple, puisque, on le rappelle, c'est quand même le peuple britannique qui a décidé de sortir de l'Union européenne par un référendum. On peut critiquer le choix, mais en tout cas, il faut quand même le respecter dans le sens où ils ont décidé de partir, du coup, il faut partir. On peut aussi dire que Theresa May, malgré la situation très difficile, parce qu'en interne, dans son parti, ça a été très compliqué et elle a dû gérer une situation qui est quand même assez sensible, parce que gérer un Brexit c'est pas non plus rien, donc on peut quand même saluer le boulot qu'elle a effectué, même si elle s'est retrouvée dans une situation quand même assez complexe avec des difficultés du type tension en interne, etc. Elle n'a pas beaucoup de soutien chez les Tories, donc c'est un peu la merde, et c'est elle qui doit du coup gérer à bout de bras le dossier, donc voilà, on peut quand même lui reconnaître ça. Il semble qu'il y ait un statut spécial pour l'Irlande du Nord, selon cet accord. Le DUP est inaccord et le reste du Royaume-Uni restera-t-il dans le marché unique? Non, répond la Première ministre. Si vous consultez le texte du rapport conjoint, vous lirez que nous travaillerons afin que la relation commerciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni soit une bonne relation, bonne également pour l'Irlande du Nord, et nous tiendrons compte des circonstances uniques de l'Irlande du Nord. C'est la seule partie. C'est vrai que sur la question de l'Irlande du Nord, ça a aussi créé des tensions entre les régions du Royaume-Uni cette fois-ci, puisque au tout début, il était question potentiellement que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique, et justement pour cette question de la frontière. Et vous avez évidemment l'Écosse qui est sortie du bois en disant wow les gars, on se calme. Si l'Irlande du Nord elle reste dans le marché unique, moi aussi en tant qu'Écosse je reste dans le marché unique, parce que pour rappel l'Écosse a voté à 62% il me semble pour le maintien dans l'Union européenne, que l'Écosse va d'ailleurs faire un référendum sur son indépendance après le Brexit. Et que voilà, donc Nicola Sturgeon, qui est la première ministre de l'Écosse, est monté un peu au créneau en disant non, ça c'est pas possible, quoi. C'est soit tout le monde sort, soit on est tous dans le marché unique. De dire que vous avez aujourd'hui trouvé un accord que vous ne pouvez pas trouver en lundi. Et Monsieur le Président Juncker, sur la Cour de justice, c'était vraiment l'un des points d'achoppement majeurs. La Première ministre nous dit maintenant que les droits des citoyens européens au Royaume-Uni seront soumis aux droits britanniques et sous la juridiction des tribunaux britanniques. C'est le cas et cela vous convient? Sur votre premier point, nous l'avons dit lundi, lorsque il n'y a toujours pas de date pour le référendum écossais. Point que nous devions finaliser ces derniers jours. Mais comme je l'ai dit dans les remarques que je viens de faire, ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons considérablement renforcé nos engagements sur l'Irlande du Nord et sur la situation du Royaume-Uni. Et dans le rapport conjoint, vous verrez qu'il y a un engagement à ce qu'il n'y aura aucune frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais aussi que nous allons préserver l'intégrité économique et constitutionnelle du Royaume-Uni.
Pour les droits des citoyens, la Cour européenne de justice restera compétente, mais Michel Barnier vous expliquera dans le détail un peu plus tard. On va évidemment commenter la conférence de presse de Michel Barnier qui, comme le dit Juncker, va plus dans le détail. Donc on aura plus d'infos. Voilà, c'est fini pour la première partie de l'émission. Voilà, donc on a eu ces petites déclarations très politiques. Vous voyez, c'est une conférence de presse. Chacun essaie de dire que c'est lui qui a gagné, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'était pour la première partie. On va passer à la seconde, mais ensuite, j'ai vu des questions. Est-ce que j'ai répondu à des questions? C'est quoi l'objectif actuellement de Juncker et de l'UE à propos du Royaume-Uni? Alan, c'est que le Royaume-Uni sorte. Voilà. Avec plusieurs priorités, que le Royaume-Uni paye ses engagements financiers qui ont été pris sur plusieurs années lorsqu'ils étaient encore, enfin ils sont encore membres de l'Union, mais avant qu'ils décident de partir, que les droits des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et les droits des Britanniques qui vivent dans l'Union européenne soient respectés. Et soient maintenus, puisque vous le savez, quand le fait d'être dans l'Union européenne permet d'avoir plus de facilité d'établissement dans un pays de l'Union, que là, du coup, est-ce que retour de visa, etc. Enfin bref, donc il y a cette question. Et la troisième question qui était, enfin la troisième priorité de la Commission, c'était la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Voilà. Et non, Kappa, tu n'as pas tout raté, puisque là, on a juste parlé on a juste écouté Juncker et Theresa May, mais maintenant, on va passer à la conférence de presse de Michel Barnier qui dure 1 heure, où il va vous expliquer plus en détail ce qu'il y a dans cet accord. Donc c'est parti. La régie est perdue. C'est bon. Et voilà le Michel Barnier. Rebonjour tout le monde. Rebonjour. En salle de presse de la Commission. Oui. C'est avec plaisir que j'accueille notre négociateur en chef, Michel Barnier, qui aura l'occasion de vous présenter un peu plus en détail le rapport conjoint que le président Juncker et la première ministre Theresa May vous ont présenté ce matin. Michel. Thank you, Margaritis, and good morning to all of you. Ah, cet accent. Good morning. Today, je vous rassure, il va parler en français la grosse partie de la conférence. We have published a joint report. Voilà, donc après 6 mois de travail, nous avons publié notre rapport d'accord, de pré-accord sur le Brexit. First of all, thank David Davis. Donc, comme il est aimable, Michel Barnier remercie David Davis. Pour rappel, David Davis, c'est le ministre britannique chargé du Brexit. C'est avec lui qu'il a négocié pendant 6 mois, puisque vous le savez, on a eu 6 rounds de négociations. C'était 1 semaine par mois où les deux, Michel Barnier, David Davis et les équipes autour de ces deux personnes travaillaient pour essayer de trouver un accord et négociaient. Et donc, we need to be accountable at every stage of the negotiations. And now, if the European Council agrees, and following the European Parliament's resolution next week, this document could be the basis for the withdrawal. Voilà, donc Michel Barnier explique que, en gros, la semaine prochaine, le Conseil européen doit valider ce qui est dans le préaccord, puisque, en fait, si vous voulez, c'est le Conseil européen qui donne mandat à la Commission européenne pour négocier en son nom. Et donc, le Conseil, la semaine prochaine, le 14 et 15 décembre, va du coup dire « Ok, ça nous va, oui, ou non, ça nous va pas trop, il faudrait plus modifier ci ou plus modifier ça. » Comme l'accord trouvé colle à 90% à ce que souhaitait l'Union européenne, normalement il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour que ce soit accepté. Le Parlement européen, la semaine prochaine, est en plénière et va adopter une résolution sur le Brexit également pour donner sa position, puisque au Parlement européen, vous avez Guy Verhofstadt, qui est le négociateur en chef du Brexit pour le Parlement européen. Il n'a pas un rôle très intense dans le processus de négociation à l'heure actuelle, il est tenu au courant de ce qui se passe. Par contre, le Parlement européen, là où il va être important, c'est qu'à la fin, c'est lui qui va approuver. La frontière irlandaise, qu'en est-il, Jennifer? Eh bien, Kappa, il va en parler.
Donc j'en parlerai quand il en parlera. The Secretary General, the Legal Service, the Commissioners and their cabinet and all the DGs. Le DJs? Alors les DJs, c'est pas les DJ de boîte de nuit, ce sont les DG. Ce sont les directions générales de la Commission. Il y a plein de directions générales à la Commission. Vous avez la DG Commerce, la DG Pêche, la DG Agriculture, la DG Concurrence. Enfin voilà. Et les directions générales travaillent pour les commissaires. Donc par exemple, la DG Commerce va travailler pour la commissaire chargée du commerce, qui est Cécilia Malmström. Voilà, donc en fait, c'est un peu les services que vous retrouvez en France, hein, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, etc. Ce sont donc dans les DG, ce sont les fonctionnaires européens qui travaillent pour la Commission. Voilà. Based on our agreement, his recommendation, my recommendation, and the recommendation of the College of Commissioners is that the progress achieved today is sufficient to move. Alors ça, hyper important, ce que vient de dire Michel Barnier, c'est que pour lui, en tant que négociateur en chef de la Commission, enfin du Brexit pour la Commission, et que le collège des commissaires, donc c'est-à-dire que tous les commissaires européens, ils estiment tous que les progrès effectués sur la question du Brexit et sur les négociations sont suffisants pour passer à la phase numéro 2 des négociations, à savoir les relations futures avec l'Union européenne. Et donc ça, ils le disent, et donc ils le signifient au Conseil européen, et le Conseil européen va prendre acte et va dire si oui ou non, pour lui, ça colle ou pas. Et d'abord, les droits des citoyens. En français. Allez, c'est parti, on commence par les droits des citoyens. Début et qui resteront notre priorité. 4,5 millions de citoyens européens ont décidé de vivre dans un autre État membre de l'Union que le leur, sur la base du droit de l'Union qui permet la libre circulation des personnes. Notre rapport conjoint préserve ces droits et pose, pour les préserver, plusieurs principes. Premier principe, une application réciproque pour les citoyens de l'Union au Royaume-Uni, ils sont près de 3,5 millions, et pour les Britanniques qui vivent dans l'un des 27 pays de l'Union, ils sont près de 1,5 million. Deuxième principe. Donc, même droit pour les uns et pour les autres. Basé sur la nationalité. Réciprocité. Donc, les Européens qui vivent au Royaume-Uni ne pourront pas avoir moins de droits que des Britanniques vivant dans un autre pays de l'Union. À la date du retrait britannique, même si elle pourrait être adaptée dans le contexte d'une possible période de transition. La période de transition, on en reparlera. Au-delà des principes, ce texte comprend des garanties concrètes pour les citoyens, des deux côtés de la Manche, et je voudrais appeler votre attention sur 6 points. 1. Tous les citoyens arrivés au Royaume-Uni ou dans l'Union avant le retrait britannique pourront continuer à résider. Avant le 29 mars 2019, du coup. Comme aujourd'hui. Donc pour les citoyens qui sont au Royaume-Uni, les citoyens européens qui sont au Royaume-Uni ou les citoyens britanniques qui sont dans l'Union européenne et qui sont installés depuis avant le 29 mars 2019, leur situation ne changera pas. Une étudiante britannique dans un des pays de l'Union européenne ne subira pas les effets du Brexit. Elle pourra continuer ses études, payer les mêmes droits d'inscription que les citoyens du pays où elle étudie, et même travailler dans ce pays après ses études. Ce que je viens de dire d'une étudiante britannique vaut évidemment pour tous les étudiants européens au Royaume-Uni. Pareil, ça ne change pas pour les étudiants. 2. Les membres de la famille, les époux, les enfants, les grands-parents, les parents, conserveront leur droit à rejoindre leurs proches. Regroupement familial, c'est bon. S'ils ne vivent pas aujourd'hui au Royaume-Uni. Tous les enfants auront ce droit, même s'ils naissent après le retrait du Royaume-Uni. Et naturellement,
les membres de la famille d'un citoyen britannique qui vit dans l'Union pourront le rejoindre également. 3. Les citoyens garderont leur droit aux soins de santé, à la retraite et aux autres prestations de sécurité sociale. Ils pourront recevoir ces prestations même après le Brexit s'ils décident de vivre dans un autre pays de l'Union ou au Royaume-Uni. Purée. Cette exportabilité des droits inclura toutes les prestations familiales. 4. Le Royaume-Uni créera une procédure pour obtenir ce qu'il appelle le UK Special Status. Nous devons continuer à en discuter les détails. Et je sais la vigilance, qui est aussi la mienne, justifiée du Parlement européen sur ce sujet. Mais il est déjà clair dans notre rapport conjoint que ce système devra être simple d'utilisation, avec les garanties appropriées pour les citoyens qui verraient leurs demandes rejetées, que les coûts ne devront pas excéder ceux qui sont imposés aux citoyens britanniques pour la délivrance de documents similaires. On me dit que c'est autour de 70 livres. Et enfin, un citoyen européen qui est déjà résident permanent au Royaume-Uni obtiendra ce special statut gratuitement. Ces détails, qui sont importants pour les citoyens, nous allons les mettre dans le texte de l'accord de retrait lui-même, après les avoir précisés. Alors c'est intéressant, parce que vous le voyez, sur la question des citoyens, les demandes de l'Union européenne, qui, je rappelle, les citoyens et le sort des citoyens britanniques, mais aussi européens, étaient dans les priorités de l'Union européenne, et toutes les demandes de l'UE ont quasiment été respectées. Il faut savoir quand même qu'il y a 3 millions d'Européens au Royaume-Uni contre 1,5 million de Britanniques dans l'Union. Donc c'était très important pour l'UE qu'il y ait une réciprocité des droits. Et ça, c'était une de leurs volontés. Ils le disaient depuis le départ et le Royaume-Uni a accepté. On donc en invoquer les dispositions devant les autorités et les tribunaux britanniques directement. Là, c'est aussi intéressant, quand il y aura un contentieux, les Européens qui vivent au Royaume-Uni iront face aux instances britanniques et pas devant la Cour de justice de l'Union. Ils devront tenir compte de la jurisprudence que la Cour de justice de l'Union européenne rendra après le Brexit. Ah, c'est génial. Bon, et du coup, même si les Européens vont devant les instances britanniques, les instances britanniques devront respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est magique. Pendant une durée de 8 années, ce qui nous paraît un temps réaliste pour construire la jurisprudence dont les citoyens ont besoin, et les juges sans doute aussi. Il va y avoir pas mal de questions préjudicielles qui vont être posées à la Cour de justice, je pense. Dans le cas de tels recours préjudiciels volontaires de la part des juges britanniques, évidemment, l'arrêt de la Cour aura le même effet contraignant qu'aujourd'hui pour les tribunaux britanniques. Tout cela reflète naturellement des mécanismes de mise en œuvre disponibles pour les citoyens britanniques. Alors, il faut savoir que les Britanniques, une des raisons pour lesquelles ils voulaient sortir de l'Union, c'était notamment le fait qu'ils en avaient ras-le-bol de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et qu'ils ne voulaient plus être soumis à cette institution européenne. Et là, ils le sont quand même, puisque les instances britanniques, les juridictions britanniques devront du coup respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les citoyens. Ils devront également poser des questions préjudicielles pour savoir comment faire en cas de conflit, etc. En cas de litige. Donc, c'est assez intéressant. Qui est là aussi pour protéger les citoyens britanniques qui vivent dans l'Union européenne. Secondly, Ireland. Ah, l'Irlande. Et du coup, effectivement, il passe en anglais. In a unique situation, as the Prime Minister Theresa May underlined this morning. Et je suis désolé, on n'a pas la traduction. The UK and the EU both
recognize that Brexit creates a unique challenge on the island of Ireland. Voilà, donc vous avez certainement compris, la situation en Irlande, sur la frontière irlandaise entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est très sensible et c'est un gros défi qui s'imposait à l'Union et au Royaume-Uni. An effective guarantee to avoid such a hard border. Donc pas de frontières dures. The UK firmly agreed that Northern Ireland will maintain full alignment with EU internal market and custom unions rules which support non Pauline, tu spoiles pas. The whole island economy and the protection of the Good Friday Agreement. Alors le Good Friday Agreement, c'est les accords de Belfast qui ont été signés en 98, il me semble, donc ça fait presque 20 ans, et c'est ce qui établit un processus de paix entre l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court. Irish citizens will continue to enjoy their rights as EU citizens. The UK has also given the necessary assurances to allow for the continuation of the common travel area. Donc, les citoyens qui sont en Irlande du Nord et les citoyens qui sont en Irlande pourront circuler librement. Work that we have done together. Together with the UK, Irish and all EU governments will now need to develop creative solutions that work. Nobody should underestimate the difficulties that we will face on this issue. Nobody. To succeed, we not only need to be flexible and imaginative, two famous words, but we also need to show a collective sense of responsibility. Mais du coup, sur l'Irlande du Nord, il n'y a pas encore de grosses décisions défectives. C'est des engagements britanniques. Enfin, le Royaume-Uni a pris ces engagements-là, mais il faut savoir que s'il n'y a pas d'accord final d'ici 2019, le Royaume-Uni s'engage à rester dans le marché unique pour préserver l'absence de frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Customs Union, which are the core of our union. Troisièmement, le règlement financier. Ah, argent! Nous sommes mis d'accord sur une méthodologie Rends l'argent qui repose sur 3 principes. Et je vous ai toujours parlé ici de trouver un accord sur la méthodologie avec les Britanniques. Aucun État membre n'aura à payer davantage ou à recevoir moins à cause du Brexit. Theresa May l'avait dit dans son discours important de Florence. Nous le confirmons. Voilà, ça c'est fait. Le Royaume-Uni honorera tous les engagements pris durant son membership. Theresa May l'avait également dit dans son discours de Florence. Nous le précisons. Non, Pauline. Concernant ces obligations, le Royaume-Uni ne payera ni plus ni plus tôt que s'il était un État membre. Et sur cette base, nous nous sommes mis d'accord. D'abord sur la liste des composantes du règlement financier. Alors, il y a quoi dedans? Ensuite, sur les principes pour il le dit pas. calculer la valeur et les paiements qui seront dus. Troisièmement, sur les conditions de la participation du Royaume-Uni au programme du cadre pluriannuel financier en cours 2014-2020. Voilà, ça c'est ce que je vous disais en introduction. Donc, de la date du retrait en mars. Et donc, ces sommes sont estimées à Nous sommes mis d'accord sur les arrangements relatifs entre à la Banque européenne 45 et 55 milliards d'euros que le Royaume-Uni va devoir redonner à l'Union européenne pour sa sortie, pour solder tous les comptes, à savoir les programmes pluriannuels sur lesquels ils se sont engagés depuis pour l'Afrique, 2020 et d'autres petits trucs. en Turquie. Donc ça fait much money. Concernant le budget de l'Union de 2014 à 2020, le Royaume-Uni contribuera au budget annuel 2019 et 2020 de l'Union comme s'il était resté C'est un génial. État membre.
C'est ouf. Il s'engage aussi à financer... Alors, les estimations ont varié. Oui, au début, c'était 60 milliards, mais en fait, c'était très difficile de savoir précisément le pourcentage, enfin, le nombre exact des milliards que devait le Royaume-Uni. Et donc, là, on est, du coup, ils vont payer entre 45 et 55 milliards d'euros. Voilà. À 28. Sur ce à voir. Complexe, qui fait l'objet dans le John Report de près de 23 ou 24 paragraphes, comme sur la question des parce qu'en fait, des précisions, vous aurez tout à l'heure... en fait, si vous voulez, on l'est là dans l'accord, le préaccord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre précis. En fait, le chiffre précis n'a pas été arrêté. C'est une fourchette qui a été décidée. Et cette fourchette aussi entre 45 milliards et 55 milliards. Et derrière les paragraphes. Et donc, comme c'est le Financial Times qui a estimé que ce serait aux alentours de 50 milliards. En fait, la fourchette un peu entre 45 et 55. Fourchette 50 milliards. Ce sera à peu près ça. Quelques mois. Mais c'est pas encore acté. Hein. Le chiffre précis, ce sera acté au final, dans quelques mois, quoi. Une des raisons pourquoi nous sommes à ce stade positif aujourd'hui, c'est parce que notre état d'esprit, je peux dire le mien, puisque j'ai l'honneur de vous parler, des deux côtés, n'a jamais été de faire des concessions entre nous. Il ne s'agit pas de faire des concessions quand on parle de la sécurité des citoyens. Il ne s'agit pas de faire des concessions. Michel Barnier qui indique pas de concessions faites sur les citoyens. En Irlande. Pas de concessions faites sur l'Irlande. De faire des concessions sur les milliers et des milliers de projets d'investissement en particulier dans toute l'Europe et même parfois au-delà de l'Europe financés par le budget européen. Donc pas de concession non plus quand il pas de concession là-dessus. Donc en fait, là, ce que Michel Barnier est en train de nous dire, c'est que l'Union européenne n'a quasiment fait aucune concession sur l'accord qui a été trouvé. Qui crée du progrès dans toute l'Europe. Notre volonté commune a été et reste d'organiser le retrait du Royaume-Uni. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Pourquoi, si les Britanniques tiennent leurs engagements financiers, ils acceptent de conserver la prépondérance de la Cour européenne de justice pendant tant de temps? Parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, si vous voulez, voilà, donc comme le dit Capa, c'est les résultats d'une négociation. On va parler de la période de transition tout à l'heure, mais l'Union européenne, enfin, dans une négociation, plus vous êtes nombreux, plus vous pesez lourd. Le Royaume-Uni est un pays seul face à 27 pays et l'Union européenne. Et donc, forcément, le 15 décembre prochain, dans très peu de jours, comment dirais-je, des conditions d'une éventuelle période de transition. Le Royaume-Uni pesait pas énormément face à 27 États, quoi. De la discussion. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça dans les négociations. C'est plus vous êtes nombreux, plus vous pesez lourd. Du futur partenariat. Et là, malheureusement pour le Royaume-Uni, c'était difficile d'être face à 27. Le Royaume-Uni avait essayé de créer, de casser l'unité des 27 pour du coup mieux s'en sortir dans ces négociations. Ça n'a pas marché. Et donc voilà, donc le Royaume-Uni en plus avait des problèmes en interne, vous le savez. Il y a eu énormément de divisions sur les négociations du Brexit. Ils n'avaient pas une ligne très claire et très définie, puisque entre ceux qui voulaient un hard Brexit et ceux qui voulaient un soft Brexit, c'était assez compliqué. Donc le rapport de force était complètement du côté de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni, c'est un peu fait... Messieurs, le progrès... Voilà, quoi, comment dirais-je. C'était difficile pour le Royaume-Uni d'avoir une position claire, définie sur tel et tel sujet. C'est en fait l'Union européenne qui a mené les négociations depuis le début. Enfin, très clairement, le Royaume-Uni a essayé de traîner les choses, a essayé de tenir tête. Ils ont très bien réussi. Hein. Je pense qu'ils ont agacé pas mal la Commission européenne de traîner des deux pieds sur certains sujets. On l'a vu, ça n'avançait pas. Mais là, le Royaume-Uni a certainement... Enfin, Theresa May et le Royaume-Uni
ils se sont certainement rendus compte que pas d'accord, c'était quand même pas le must du truc, et que du coup, ils ont accepté les conditions parce qu'ils savaient que de toute façon, l'Union européenne n'allait pas bouger sur ses positions. Les lignes rouges des États membres étaient là, elles étaient très claires, elles étaient très nettes depuis le début. Michel Barnier devait respecter ces lignes rouges, et c'est ce qu'il a fait, et voilà. Pour négocier l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, donc ensuite on va passer à la deuxième phase. Keeping in mind that we have a technical briefing coming up immediately after. I will start with Catherine. Catherine Fiore, EU reporter. Can I ask you about there's Article 49 that refers to the Good Friday agreements and the UK's commitment to North-South cooperation and to avoiding a hard border. Am I correct in understanding that if there are no solutions, the default position is that the UK will remain within the single market and customs union? Voilà, donc la question où je vous disais, c'est que si... Vous ne comprenez pas bien. Ah, elle n'a pas compris. Puisque... Et c'est rappelé au titre de texte, par ailleurs... La question, c'était sur l'Irlande du Nord. Mais c'est son choix qu'au-delà de sa décision de quitter l'Union européenne, nous en avons pris acte, et nous respectons ce choix, même si nous le regrettons. Il a confirmé, le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé qu'il souhaitait quitter le marché unique et l'union douanière, ce qui n'est pas obligatoire. Il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont partie prenante, parce qu'ils l'ont voulu, en respectant toutes les règles, au marché unique. Ça, c'est les États de l'espace économique européen, et vous connaissez notamment le cas de la Norvège. Donc, ce n'est pas la bonne compréhension que vous avez. Et donc, Barnier rappelle que vouloir sortir du marché unique et de l'union douanière, c'est un choix des Britanniques, et qu'ils avaient la possibilité de rester dedans, à la seule condition, évidemment, de respecter l'application des 4 libertés fondamentales, à savoir la liberté de circulation des travailleurs, des capitaux, des services et des marchandises. Mais le Royaume-Uni ne voulait plus de la libre circulation des travailleurs. Et c'est notre objectif qu'il n'y ait pas de frontières dures sur l'île d'Irlande, soit il faudra trouver d'autres solutions. Et le Royaume-Uni s'est engagé puisqu'il crée le problème en se retirant de l'Union et du marché unique. C'est lui, par sa décision, qui peut fragiliser ou mettre en cause un certain nombre des coopérations Nord-Sud. Il y a 142 coopérations Nord-Sud encadrées ou consolidées par le Good Friday Agreement. J'ai souvent dit à cette tribune que la plus grande partie de ces coopérations Nord-Sud, qui intéressent la vie quotidienne des citoyens en Irlande et en Irlande du Nord, sont appuyées sur le droit communautaire, sont soutenues par les politiques communautaires. Effectivement, c'est l'Union européenne qui a pas mal poussé le processus de paix entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Programme Peace. Et donc, en se retirant, le Royaume-Uni crée un problème par rapport à toutes ces coopérations. Et donc, je trouve important qu'il reconnaisse cette responsabilité et s'engage à trouver des solutions. Et ça, c'est pour la gueule de... Et on doit trouver des solutions qui respecteront l'intégrité du marché intérieur européen, de l'union douanière et notre autonomie de décision. Je peux imaginer que nous aurons à travailler, à partir de ces principes, sur des règles qui pourront être communes. Madame May évoquait le marché de l'électricité. Moi, je peux aussi évoquer un autre point que je connais assez bien, comme ancien ministre de l'Agriculture dans mon pays, et de la pêche aussi. Instant Pâques. On ne peut pas imaginer sur l'île d'Irlande qu'il y ait plusieurs cadres réglementaires différents ou parallèles sur un sujet qui intéresse la vie des gens, qui est celui de la prévention, par exemple, des maladies animales. On est clairement dans ce cas-là, et il y en a d'autres, amenés à travailler à des règles et à une application de ces règles en commun, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de la vie des gens et de l'économie. Voilà, 2 exemples. Mais chaque chose en son temps. Le plus important, c'était que nous fassions une lecture commune des engagements et des conditions
qui permettent de préserver le Common Travel Area et de respecter l'esprit et le contenu dans toutes ces dimensions du Good Friday Agreement. Nous sommes là. Et maintenant, nous allons travailler, donnez-nous un peu de temps, sur les solutions. Daniel. Daniel Brössler, Süddeutsche. Alors, quelles sont vos questions dans le I'd like to chat? follow up on that because here. Au départ, elle n'est pas pro-européenne, Theresa May, elle est plutôt eurosceptique, mais elle était quand même pour le maintien dans l'Union européenne. Elle a fait la campagne de Cameron, mais bon, elle n'était pas non plus hyper... c'était pas une pro-européenne vraiment convaincue. Ensuite... Are we talking here about a couple of rules, not many? Je vois que... Ah, si le Royaume-Uni souhaitait revenir dans l'UE, il faudrait passer par un référendum, ou comme elle y était, elle n'aurait pas ce problème. Alors, ouf, si le Royaume-Uni souhaite revenir dans l'Union européenne, imaginons que le Royaume-Uni est effectivement sorti et qu'il souhaite revenir dans l'Union européenne, il faut suivre le processus habituel d'adhésion. C'est pas parce que c'était un ancien membre de l'Union européenne qu'elle a un privilège pour rentrer dans l'Union. Il faut repasser par tout le processus d'adhésion normal qui est à l'article 49 du traité sur l'Union européenne. En gros, il faut respecter plusieurs critères, notamment le respect des droits fondamentaux, notamment le fait d'être sur le territoire européen, le continent européen, c'est un critère géographique. Par exemple, le Maroc avait demandé à adhérer à l'Union européenne et on lui avait refusé parce qu'il n'est pas sur le continent européen. Bref. Il doit respecter aussi, enfin, il doit être en capacité d'intégrer la législation européenne et d'intégrer l'économie européenne, etc., etc. Donc, effectivement, en termes de critères, le Royaume-Uni n'a aucun problème pour réadhérer à l'Union européenne plus tard. Le seul souci, c'est qu'une adhésion à l'Union européenne se fait par l'unanimité des États membres. C'est-à-dire que les 27 États de l'Union européenne restants vont devoir dire si oui ou non ils veulent bien que le Royaume-Uni rentre dans l'Union. Il suffit qu'un seul État parmi les 27 dise non, et le Royaume-Uni se verra refuser son entrée dans l'Union européenne. Vous le savez, Charles de Gaulle a à plusieurs reprises refusé que le Royaume-Uni entre dans les communautés européennes, parce que c'était le nom avant, à plusieurs reprises. C'est lorsque Pompidou a été président de la République que le Royaume-Uni a pu entrer, et ça c'était en 1973. Donc voilà. Donc en gros, là, la question c'est que si jamais le Royaume-Uni veut rentrer de nouveau dans l'Union européenne, il faut qu'ils arrivent à convaincre les 27 copains que cette fois-ci ils ont envie d'y être, et ça j'avais besoin que nous nous mettions d'accord avec les Britanniques sur... Après, ce qui s'est passé là, après les négociations qui ont été très difficiles, après des fois le comportement assez agaçant, parce que il y a eu certains États membres ont estimé que le Royaume-Uni agissait de manière un peu agaçante, ça va être très compliqué de revenir dans l'Union. Nous allons tous devoir faire preuve. Si nous voulons bien... Imagine, c'est l'Écosse qui dit non à la candidature anglaise à l'UE en 2032, mais tellement capable, et c'est tellement possible, puisque je vous le rappelle, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne et l'Écosse a l'intention de faire un référendum sur son indépendance. L'Écosse avait déjà fait un référendum sur son indépendance en 2013, je crois, je ne suis plus sûre, et en fait, les conditions pour lesquelles l'Écosse a accepté, avec les résultats du référendum effectivement, mais il y a une des conditions en fait qui a permis d'accepter le fait de maintenir l'Écosse dans le Royaume-Uni, c'était de dire que le Royaume-Uni ne sortirait pas de l'Union européenne, puisqu'à cette époque-là déjà on parlait de faire un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union. Et à cette époque-là, on avait dit à l'Écosse, vous en faites pas, on va rester et tout, vous pouvez rester du coup avec nous. En gros, avec d'autres questions évidemment qui s'ajoutent à ça, ça ne se résume pas qu'à l'Union européenne les enjeux de l'indépendance de l'Écosse, mais c'était aussi une des questions. Et ensuite, l'Écosse va du coup organiser un référendum après le Brexit pour savoir si oui ou non ils vont rester dans le Royaume-Uni. S'ils sortent du Royaume-Uni, ils vont faire une demande d'adhésion à l'Union européenne. Et donc on retourne dans ce processus d'adhésion, etc., comme je viens de vous l'expliquer. Là, la question c'est de savoir si l'Espagne accepterait, oui ou non, que l'Écosse, qui était une région du Royaume-Uni, rentre dans l'Union européenne en sachant ce qui se passe en Catalogne. Ça, c'est toujours des questions diplomatiques, géopolitiques, des questions internes, etc. Mais voilà. Donc, effectivement, si l'Écosse arrive à rentrer dans l'Union européenne, l'Écosse pourrait très bien dire au Royaume-Uni
Non, J'ai dit, vous venez un pas, point les gars. important, je ne suis pas entré dans cette négociation avec l'idée qu'on fasse des concessions. C'était ma première réponse à votre première question il y a quelques mois. Michel Barnier qui dit « Je suis pas rentré dans ces négociations en me disant ouais, je vais faire des concessions, je suis trop cool, moi. » J'aime bien le mot de compromis dynamique. Ce compromis terme. dynamique, puisqu'il va permettre, si le Conseil européen en est d'accord, d'enclencher de nouvelles étapes, une discussion qui commencera en début d'année sur une éventuelle période de transition et un peu plus tard une discussion puis une négociation sur la future relation avec le Royaume-Uni. Compromis dynamique. Oui, il y a des points sur lesquels je me suis rapproché du point de vue britannique. Par exemple, dans le Financial Settlement, tel qu'il est... Et Richelieu, effectivement, le rapport de force entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est vraiment très... que la Première ministre elle-même... Ils sont pas du tout sur un même rapport de force, quoi. Et l'Union européenne a vraiment mené les négociations et a obtenu ce qu'elle voulait, quoi. J'ai un... par le Royaume-Uni des frais de déménagement. Un de mes anciens collègues dans le média pour lequel je bossais a notamment dit sur Twitter que selon lui, 90% de l'accord trouvé allait dans le sens de l'Union européenne. Dans ma réponse. C'est quoi les relations entre les Écossais et les Britanniques? Oh bah, c'est des relations qui historiquement ont été un peu tendues de temps en temps, mais bon. Celle-ci... Ça va encore, je pense. Était vitale et comme un priority. Tu bossais dans le média, oui. Je bossais pour le média. Ou les médias, ça de la stabilité le plus vite possible, là où le Brexit crée beaucoup d'incertitudes et même d'angoisse. Je pense à beaucoup de citoyens. Et c'est vrai que, comme là le rappelle Michel Barnier, mais la question du sort des Britanniques et des Européens, des citoyens, était la première priorité de l'Union européenne, puisque effectivement, sortir de l'Union européenne implique quand même, enfin ça a des conséquences quand même très importantes, notamment sur les citoyens, à savoir quel sera leur sort, est-ce qu'ils pourront rester dans le pays dans lequel ils se sont installés, pour certains depuis des années. Par exemple, je pense à certains Britanniques qui vivent dans les États membres de l'Union depuis plus de 15 ans. Ces personnes-là n'ont pas pu voter lors du référendum sur le Brexit, puisque au Royaume-Uni, quand vous êtes hors du territoire britannique depuis plus de 15 ans, on vous enlève votre droit de vote, enfin, vous ne pouvez plus voter. Ça a notamment été le cas du journaliste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alex Taylor, qui a obtenu aujourd'hui la nationalité française, puisque ça faisait plus de 15 ans qu'il vivait sur le territoire français, qu'il n'a pas pu voter à l'occasion du Brexit. Et du coup, après les résultats, il a fait il a lancé les procédures pour obtenir la nationalité française, ce qu'il a obtenu. Et c'est très cool pour lui. Les Britanniques les connaissent bien, puisque la première priorité après le pognon, non d'Aegin dans le classement des priorités, c'est le sort des citoyens britanniques et européens, la question de la frontière de l'Irlande du Nord et de l'Irlande, et ensuite le solde de tout compte. Nous voulons qu'elle soit respectée. Donc ça sera une étape difficile. Mais je vais vous dire mon sentiment très franchement. La construction de la relation future avec le Royaume-Uni, de ce que j'ai appelé « New Partnership », avec une partie probablement de Free Trade Agreement. Alors, Free Trade Agreement, donc ça veut dire qu'on part sur un accord, alors on partirait sur un accord qui ressemblerait à celui que vous connaissez tous, le fameux CETA. Puisqu'en fait, sur les relations futures, là, les négociations vont commencer, donc on ne peut pas vous dire expressément ce qui va être fait ou pas en termes de relations futures. Mais il y a plusieurs options, et les deux, pour l'instant, que je vois, c'est notamment le fait que le Royaume-Uni prenne l'option Norvège, donc c'est-à-dire être un peu dans l'espace économique européen, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont partis du marché unique, donc ils ont accès au marché européen et qu'ils respectent du coup la libre circulation bien plus motivant des travailleurs, des marchandises, des services et des capitaux, et qu'ils acceptent de facto le droit européen et la législation européenne dans leur propre droit interne, puisque on est sur un marché unique. Donc pour uniformiser le marché, il faut avoir des normes qui soient uniformes. Donc ça, c'est une des solutions. Et l'autre solution, eh bien, c'est un accord de libre-échange type CETA,
où on est sur du coup une suppression quasi totale des droits de douane, etc., etc. Mais là, de ce qui a l'air de se présenter vis-à-vis du Royaume-Uni, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de respecter la libre circulation des travailleurs, donc du coup ça implique qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le marché intérieur et donc avoir un statut semblable à celui de la Norvège. Ça peut bouger dans les mois à venir, mais donc ça a l'air de plutôt se diriger vers un accord commercial basique international, comme on peut le voir avec le CETA, avec le Japon, avec le Mexique, avec la Corée du Sud, tout ça, tout ça. J'ai utilisé ce mot qui est important plusieurs fois devant vous. On ne peut pas bâtir une relation future. On ne peut pas avoir une coopération un jour dans un autre cadre financier qu'aujourd'hui, évidemment, entre les universités et les laboratoires britanniques et européens. Avoir une coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité si on n'a pas confiance les uns dans les autres. Voilà, donc Michel Barnier qui parle de la confiance, évidemment. C'est un peu la base. Qui ne sont pas les seuls, vous avez bien fait de le rappeler, mais qui étaient les grands sujets d'incertitude où précisément il y avait une confiance à construire. Corbyn a changé sa position vis-à-vis de l'UE, Jen, c'est-à-dire qu'à part je pense aux citoyens. Qui veut rester dans l'Union était important et était prioritaire. Ce ne sont pas les seuls sujets. Aucun sujet n'est négligeable. Hein. Et je continuerai d'aller dans les détails avec mon équipe. Hein. Mais Euratom, c'est un problème important que j'ai mis d'ailleurs sur la table dès le début. Parfois, au Royaume-Uni, certaines personnes disaient on pourrait rester dans Euratom. Malheureusement. Alors, Euratom, c'est quoi? C'est le traité qui s'occupe du nucléaire civil. Je précise, bien nucléaire civil, donc l'électricité, tout ça, ce n'est pas les bombes nucléaires, ne vous en faites pas. 750. Mais ça, Euratom, c'est un traité qui date de 1957, donc c'est pour ça qu'on appelait ça les traités de Rome. Donc il y avait le traité qui crée les communautés européennes, enfin, la communauté économique européenne, et Euratom, du coup. Il a une position eurosceptique molle, à la May au Royaume-Uni, à la Mélenchon, disons, pour les procédures administratives ou judiciaires qui sont engagées avant le Brexit. Mais depuis, il a tourné Kazak qui a expliqué tout ça sont des sujets avoir fait une erreur. Ah, la protection des indications. Oui, alors est-ce que ça, c'est pas une position purement électoraliste? Qui vont faire l'objet de nouvelles... Je mets le pavé dans la mare. De précision, d'approfondissement. Après, effectivement, les travaillistes ont intérêt à jouer, ou pas, j'en sais rien, mais peuvent avoir intérêt à jouer la carte pro-Union européenne, puisque effectivement, les négociations au niveau du Royaume-Uni, c'est un peu une catastrophe. Donc voilà, je pense que avec davantage de confiance, les négociations ont été tendues quelquefois. Il a une position eurosceptique molle. J'ai rendu hommage à l'équipe. Mais maintenant, est-ce qu'il est plutôt eurosceptique ou enfin il est pour la sortie ou il est pour le maintien Kappa? Je viens de relire ta phrase et en fait, tu n'as pas donné la réponse. Je l'ai dit sincèrement, hein, les nôtres aussi. Hein. Go ahead. On the left, German. Markus Preiss, ARD, German TV. Écoute, c'est une position électoraliste ou une amende honorable, ça ne me regarde pas toujours aussi, il n'a plus la même position. Oui, mais bon, ça fait des années qu'il a la position eurosceptique et puis là, comme par hasard, il l'a plus. Après, il a peut-être réalisé effectivement que le Brexit, c'est une erreur, hein. Il y en a qui l'ont réalisé. Hein. Ah, il a fait campagne pour... Oui, je sais qu'il a fait campagne pour le Remain, mais bon, c'est quand même un... Je n'ai jamais cité de chiffres. Enfin, c'est quand même un eurosceptique. Donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Hein. Il y a plus pro-européen que lui, quoi. Mais en même temps, les Britanniques et l'Europe, ça a toujours été une relation un peu particulière. Comme réaliste ou... Moi, je ne vais pas citer de chiffres, parce que ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on soit d'accord, sans ambiguïté, et que cet accord soit mis dans le traité sur la liste des engagements. Et j'ai donc travaillé, c'est pour ça que j'étais très content du discours de Florence, de Theresa May, sur 2 phrases. L'une qui était assez claire, mais pas suffisante. No member state will pay more or receive less because of the Brexit. C'était vrai pour 2019-2020, ce sera vrai pour l'ensemble des engagements. Donc le Brexit ne causera pas de baisse de fonds pour les États membres de l'Union. Gros engagement quand même. Et nous avons eu besoin de plusieurs mois pour en préciser le contenu. C'était tous les autres engagements pris par le Royaume-Uni during its membership. Voilà.
Bisous Florian. Et pourquoi ce n'est pas une question politique, comme vous dites? C'est aussi parce que nous ne pouvons pas calculer exactement les sommes en question. Voilà. La question a été posée tout à l'heure dans le chat. Des contributions du niveau de croissance qui dépendent de la consommation des crédits, des paiements qui interviennent, 2019-2020. Donc c'est pour ça qu'on a une fourchette entre 45 et 55 milliards d'euros, mais qu'on n'aura pas le chiffre exact avant quelques années, avant quelques mois, pardon, sur ce que devra réellement le Royaume-Uni à l'Union. On peut toujours citer des chiffres, certains peuvent être juste ou faux, mais ils dépendent. Jeanne, pour ton Noël, tu veux du champagne cuvée UPR? Promis que ça existe, non sérieux. Moi, je me suis toujours refusé à dire des chiffres qui pouvaient changer. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que l'adhésion à l'UPR, ça coûtait 60 balles. Que les engagements pris soient respectés, que la signature donnée à 28 soit respectée à 28. I would like a question on citizens. Une petite question sur les citoyens. Money, Ireland, Euratom. Let's have something on citizens. Great, thanks very much. Simon Taylor from MLEX. J'ai des questions que vous devez poser, hein, c'est pas... Yeah, Simon Taylor from MLEX. Just on the question of the continuing role of the European Court of Justice, you've agreed that it should continue for 8 years, I believe. But how did you come up with this figure? Because surely after 8 years it means that there will be a great possibility of divergence, because if the ECJ is not deciding on cases, it'll be up to the UK courts. Why do you accept the principle that there should be a cut-off date for... Alors, nouvelle question sur l'articulation entre les instances judiciaires britanniques qui pourront du coup gérer les contentieux sur tout ce qui concerne les citoyens, mais avec l'articulation de ça avec la Cour de justice de l'Union européenne. Le droit au Royaume-Uni sera dit par les cours et les tribunaux du Royaume-Uni. C'est une affaire très importante que vous évoquez, et que j'ai d'ailleurs moi-même évoquée, parce que c'est une question très sérieuse pour les citoyens. Non seulement que nous indiquions de manière précise, et cela vous sera détaillé tout à l'heure, le scope de tous les droits qui sont inscrits dans ce Joint Report, qui couvre tous les droits pour tous les citoyens et leurs parents, droits acquis jusqu'au jour du Brexit et pour la durée de la vie de tous ces hommes et toutes ces femmes. Mais au-delà du scope, des personnes concernées, il y a aussi, pour être respectueux de citoyens, à leur donner aussi une garantie sur l'interprétation, la mise en œuvre cohérente des droits des deux côtés. Et comme nous parlons de droits qui sont établis dans le cadre du droit de l'Union, nous avons eu le souci, pour que cette interprétation soit cohérente, c'est énorme, quoi. D'un rôle pour la Cour de justice. Les pro-Brexit doivent tellement avoir le seum que la Cour de justice ait encore un impact sur eux dans l'avenir, quoi. Des droits des deux côtés. Parce que comme l'explique Barnier, pour une raison d'uniformité du droit et pour une question de traitement uniforme des différents cas qui seront présentés à la justice britannique sur les questions de la citoyenneté européenne, etc., eh bien, c'est le droit européen qui va primer. Et donc, les cours britanniques devront respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et si jurisprudence il n'y a pas, dans le sens où si jamais la Cour de justice ne s'est pas encore prononcée sur la question, ce qui arrivera forcément, puisqu'il va forcément y avoir une saisie d'une Cour britannique avant que la Cour de justice ait pu se prononcer sur la question. Donc la Cour britannique en question va devoir faire une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Une question préjudicielle, qu'est-ce que c'est? En gros, la Cour britannique va être face à un cas et un litige et elle va pas savoir comment le résoudre parce qu'il faut appliquer, elle sait pas comment interpréter du coup la question en termes de droit européen, etc., etc. Donc elle va du coup toquer à la porte de la Cour de justice de l'Union européenne pour lui dire salut toi, est-ce que tu pourrais me donner un peu de précision sur comment je peux résoudre ce cas en termes juridiques, donc des petites indications sur des principes juridiques, comme quel sens, etc. Enfin bref, une jurisprudence, donc une question préjudicielle
où en fait la Cour de justice aiguille les cours nationales pour une uniformité de l'application du droit européen. Ça existe depuis très longtemps, les questions préjudicielles, c'est dans l'ordre juridique européen, c'est tout à fait logique en termes juridiques, puisque pour que dans 28 États membres, la législation européenne s'applique et s'interprète de la même manière, eh bien, il y a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, et cette jurisprudence, eh ben, on peut, les cours nationales peuvent demander des détails. Voilà. Devant la Cour de justice européenne. Et le dernier point de cette architecture pour la mise en œuvre. Alors, donc si la Cour de justice décide d'interdire que les citoyens européens mangent du cheddar, est-ce que tous les citoyens britanniques devront suivre? Alors, Danedan proposé de créer. Mais qu'est-ce que c'est que non? Dans notre esprit, pour jouer un peu le rôle que joue la Commission. Non, la question, ce sera plutôt les questions qui vont se poser. Ça ne va pas concerner les Britanniques qui vivent au Royaume-Uni, ça va concerner les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni. Donc, par exemple, vous avez un cas où il y a un Français qui vit au Royaume-Uni depuis le 28 mars 2019, il s'est installé au Royaume-Uni le 28 mars 2019, et puis le Royaume-Uni va estimer que on n'était plus vraiment dans l'Union européenne, donc on te refuse les droits que tu aurais, on te refuse les droits qu'ont les citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni depuis 1 ou 2 ans. Eh bien, ce citoyen français va aller devant une cour britannique en disant oh, mes droits là et tout, j'ai droit aux mêmes droits que mes potes français qui vivent là depuis 2 ans, etc., etc. Et là, la cour britannique, elle va se dire, bon, je sais pas comment faire, comment on va pouvoir appliquer ça, etc. On ne sait pas encore ce que le gouvernement britannique... Bon, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la Cour de justice de l'Union européenne qui va m'expliquer un peu plus comment je dois interpréter et appliquer le droit face à cette situation. D'accord de relations futures, sachant que... Ce sera plutôt dans ce goût-là, les arrêts... dans ce quartier-ci, entre le marché unique et un accord de libre-échange, il y a surtout beaucoup d'espaces vides. Est-ce que vous avez une idée de vers quoi les Britanniques voudraient se diriger? Possible de faire une fois ce qu'on veut... Attends. Sorry, I know possible de faire une fois ce to deal with Ireland, so I just want to ask one more question about Ireland. The purpose of including Ireland in one of the priorities was to remove, was to provide practical, concrete methods of ensuring that there would be no hard border, not aspirations. We'd heard aspirations from the British repeatedly. Alors voilà, donc là il entend encore de parler de la frontière irlandaise. Il explique que le Royaume-Uni a fait des engagements, etc., mais le journaliste demande des garanties. You're now putting a lot of conditions under which the hard border will be preserved, and we've lost. Et donc, autre petite information, la version finale de l'accord de retrait devrait être prête pour octobre 2018. Donc, ils ont un peu moins d'1 an pour rédiger la version finale de l'accord. Notamment le paragraphe important que j'ai évoqué tout à l'heure, qui décrit chronologiquement la manière dont nous allons, en fonction de l'avenir aussi, travailler sur des solutions. Les Britanniques vont être amenés à proposer des solutions et rester le même, ce qui a été ajouté en accord avec le gouvernement d'Irlande. Ah, une petite concession faite par l'UE, les Britanniques n'auront pas à payer les frais de déménagement des agences européennes. Vous le savez, on en a entendu parler dans la presse. L'agence européenne du médicament part à Amsterdam et l'autorité bancaire européenne part à Paris. De précaution, de rappel, mais la ligne... Et donc, on est sympa, les Britanniques ne payeront pas le déménagement. À partir des principes sur lesquels nous sommes d'accord, de manière pragmatique, empirique, responsable. Chacun doit garder son calme et nous devrons trouver des solutions. Je rappelle aussi un point important que j'ai dit au passage tout à l'heure. Et concernant les négociations en dur d'un futur accord commercial, ça n'interviendra pas avant la sortie effective du Royaume-Uni, soit 2019. On Ireland. Donc, en fait, là, ils vont discuter un petit peu de quel... Le fait que
quelles seront les relations. Donc si on part sur un accord commercial, si on part sur le Royaume-Uni comme membre de l'espace unique, de l'espace économique européen, etc. Donc voir un peu la nature de la relation future, mais par contre on ira dans le dur qu'après le Brexit effectif. Donc par exemple, c'est à partir de 2019 qu'on se dira bon allez les gars, on fait un petit accord commercial. Il a déjà évoqué dans ses premières guidelines ça va être cool. Les conditions et les principes. Et donc, effectivement, il y aura une période de transition. Qu'est-ce que c'est qu'une période de transition? C'est que pendant, en fait, en 2019, le Royaume-Uni va sortir. Encadré. Mais comme il n'y aura pas encore d'accord sur la relation, donc pas d'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en 2019, puisqu'il ne va pas être négocié avant qu'il soit sorti, eh ben, on met en place une période de transition. Cette période de transition sera la période pendant laquelle l'accord commercial sera négocié, par exemple. Et pendant ce temps, et ben comme on n'est pas des bêtes, et ben le Royaume-Uni sera encore dans le marché intérieur. Excusez-moi, il n'y a pas de... Mais le Royaume-Uni, puisqu'il va rester dans le marché intérieur pendant cette période de transition, s'engage à respecter les libres circulations, donc les 4 libertés fondamentales de l'Union, je le répète, libre circulation des travailleurs, des marchandises, des services et des capitaux, et en plus, ils vont devoir appliquer la législation européenne, chose qui les emmerde profondément depuis quelques années, mais bon, ils vont quand même devoir l'appliquer pendant cette période de transition, ils vont devoir respecter la jurisprudence de la fameuse Cour de justice de l'Union européenne qu'ils n'aiment pas trop non plus, et en plus, ils devront appliquer la nouvelle législation européenne. Donc si une nouvelle législation intervient pendant cette période de transition, le Royaume-Uni va devoir l'appliquer. Voilà. Si vous avez cette slide avec les différents modèles et puis que vous mettez... C'est bien compliqué cette histoire quand même, ça donne pas envie d'être juriste. Mais si, c'est cool d'être juriste. Ligne rouge britannique, telle qu'elle est indiquée par le gouvernement britannique aujourd'hui. Et du coup, Danoudan, je n'ai pas compris ta question, mais en tout cas, nous ne voulons pas respecter. La manière dont je l'ai compris, c'est est-ce que, une fois que la Cour de justice a fait sa décision, est-ce qu'il faut absolument la respecter? Si c'est ça ta question, effectivement oui. La jurisprudence et donc les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes. Et puis au-delà de tout ça, nous ne voulons plus reconnaître le rôle de la Cour de justice. Très bien. Très bien. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Vous mettez cette deuxième slide sur la première. Je vais demander à mon équipe, c'est pas simple à faire, mais je vais essayer de le faire. Qu'est-ce qui reste comme partie lisible? Il est chaud, Barnier. Hein. Free Trade Agreement sur le modèle du Canada. Voilà. Et c'est pas nous qui... un petit CETA bis. C'est le gouvernement britannique qui indique lui-même ces lignes rouges, qui ferment certaines portes. Donc ça sera sur ce modèle-là que nous travaillerons. Donc je le rappelle, ligne rouge du Royaume-Uni, c'est effectivement de ne pas être soumis à la libre circulation des travailleurs. Donc ils refusent une des 4 libertés, donc de facto ils ne peuvent pas être dans le marché intérieur. Donc s'ils ne peuvent pas être dans le marché intérieur, et ben, il faut trouver une autre solution en termes de relations futures. Et donc la solution que Michel Barnier évoque et qui pour l'instant lui semble être la seule solution, c'est un accord commercial type CETA que vous connaissez maintenant. Très bien. Dans ce traité article 50, soumis à la ratification du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la partie britannique... Ça dure combien de temps la période de transition? Question, on le saura dans les mois à venir, on parle de 2 ans, il y en a qui peuvent parler de 5 ans. Un accord... Ce sera décidé dans les mois à venir. Voilà le contenu du prochain traité. Et à côté de ce traité, je ne sais pas comment ça sera juridiquement établi, il y aura une déclaration politique des 27, à laquelle nous allons travailler à partir de l'année prochaine, quand le Conseil européen le décidera, sur la future relation. Et il faut savoir que sur ce sujet, c'est le Conseil européen qui décide de l'avancée des négociations, dans le sens où là, on est arrivé à un premier accord sur les priorités que le Conseil européen avait mis en place, et donc il avait donné mandat à la Commission pour le faire, et là la Commission elle a terminé sur cette première partie, et donc là le Conseil européen va se pencher sur la possibilité de donner un autre mandat à la Commission européenne pour négocier sur d'autres aspects. Libre-échange, il y aura un traité. Et donc là, par exemple, très concrètement, le Conseil européen va prendre acte des résultats de la première phase des négociations et va décider si oui ou non il autorise la Commission
à négocier sur les relations futures. Mais donc le Conseil européen va devoir statuer sur ces lignes rouges, sur la direction qu'il a envie que les choses prennent en termes de relations futures, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas, etc., etc. Un peu comme ça a été fait pour la première partie, donc les définitions des priorités. Et ensuite il va envoyer ça à la Commission en disant écoute, la petite Commission, t'es gentil, moi je te dis ça c'est mes lignes rouges, et maintenant c'est toi qui vas aller te confronter aux Britanniques et qui va me négocier tout ça. En tout cas, et nous restons, mon équipe et l'équipe britannique, disponibles sur les deux grands sujets, deux des grands sujets de cet accord. Et puis je reste disponible pour vous revoir bientôt. Merci à tous. Voilà, donc en fait une fois par mois, Barnier dit coucou à la salle de presse. Voilà, donc ça c'est fini. Merci Jean de passer en scène d'intro. Voilà. Donc voilà, c'était la conférence de presse de Michel Barnier après avoir écouté la conférence de presse commune de Theresa May et de Jean-Claude Juncker, pardon. Voilà. Je vais répondre à vos questions parce qu'il y a certaines questions que auxquelles je n'ai pas répondu pour y répondre à la fin. Alors, première question, qui a désigné Michel Barnier comme négociateur en chef? C'est la Commission européenne, et notamment Jean-Claude Juncker, qui a décidé qui serait le négociateur en chef pour la Commission. Bien sûr, les États membres ont accepté derrière. Et pour le Parlement européen, il s'agit de Guy Verhofstadt, qui est le président du groupe Alliance des libéraux et des démocrates en Europe. C'est plutôt les centristes. Et donc, c'est lui qui suit aussi les négociations du Brexit pour le Parlement européen. Voilà, donc le gros gag, tu reposes la question que j'avais vue tout à l'heure à laquelle j'allais répondre. Il se passe quoi pour les sièges britanniques au Parlement européen? 3 possibilités. Soit ils sont supprimés, tout simplement. Donc le Royaume-Uni a 73 sièges, donc sur 751 sièges. Alors c'est le Parlement européen et les États membres qui vont décider de ce qui se passe de ces sièges-là, mais ils peuvent décider de dire bon bah allez hop, on supprime, comme ça fait moins de députés, ça nous coûte moins cher, et c'est cool. Voilà, donc première solution la plus simple. La deuxième solution c'est de prendre ces 73 sièges et de les répartir proportionnellement entre les États membres en fonction de la démographie. Donc je vous le rappelle, plus vous avez une population importante, plus vous avez de sièges au Parlement européen. L'Allemagne, qui est le premier État en termes de démographie, a 96 sièges. Les États qui en ont le moins, à savoir Malte, le Luxembourg, en ont 6. Nous, on est plutôt bien placés, on est deuxième, on a 74 sièges, et le Royaume-Uni en avait 73. Et donc ces sièges peuvent être répartis proportionnellement entre tous les États, donc ça augmenterait par exemple le nombre de sièges de Malte, ou de l'Espagne, ou etc., etc. Et l'autre et dernière solution qui a été proposée notamment par Emmanuel Macron lors de sa campagne et qui a été plutôt bien accueillie dans certains pays mais qui a été aussi mal accueillie dans d'autres, c'est de faire une liste transnationale, c'est-à-dire que ces 73 sièges seraient dédiés à des listes transnationales où en fait dans cette liste il y aurait autant, vous trouveriez non pas des Britanniques, vous trouveriez des Suédois, des Français, des Allemands, des Espagnols, etc. Et en fait ce serait une liste politique, quoi. Par exemple, vous choisirez de voter pour la gauche de la gauche, bah, vous choisirez une liste de la gauche qui est transnationale, où il y aura dedans autant des Grecs que des Irlandais, que des Français, etc., ou centristes, etc., etc. Ça, c'est la liste transnationale. Donc il y a 3 possibilités, on le saura dans les mois à venir, c'est pas encore défini, et c'est le Parlement européen qui va devoir décider un peu de tout ça. Oui, mais ça pose problème parce que l'Allemagne aurait trop de sièges, du coup non tché, puisque c'est réparti de manière proportionnelle en fait. Donc après ça dépend si tu estimes que oui, effectivement l'Allemagne a trop de sièges ou pas, hein, ça j'en sais rien. Mais bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Pensez-vous que certains pays peuvent suivre le chemin de la sortie de l'UE? Ferrisso, évidemment. Il suffit qu'un pays décide de quitter l'Union européenne et de le notifier au Conseil européen, c'est tout à fait possible. Les États sont tout à fait libres de quitter l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est une organisation internationale, c'est-à-dire qu'elle repose sur la volonté des États membres. À partir du moment où un État a envie de se séparer de cette organisation, il est tout à fait libre de le faire. Donc ça ne pose pas de problème. Après, est-ce qu'on est dans un contexte politique qui fait que d'autres États vont suivre?
C'est une bonne question et je pense que personne n'a vraiment la réponse. Pour l'instant, ça a l'air de pas être trop le chemin que les États membres veulent prendre, mais on n'en sait rien. Ça pourrait très bien arriver. Ça, c'est toute la beauté de la démocratie, comme on dirait. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? And now, la première partie, enfin la première étape de négociation est lancée. Quelle est la seconde? Eh bien, Gringan, la prochaine étape maintenant, c'est les relations futures. Quelles seront les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? C'est quoi l'UPR? Ça, je vous laisse chercher sur Google. Ah non, mais il me semblait qu'il y avait une limite en pourcentage du total ou en nombre de sièges qui était institutionnalisé, c'est pour ça. Oui, je crois qu'il y a une limite, de sièges par État. Le maximum en ce moment c'est 96, mais en fait, si tu veux, c'est des chiffres qui peuvent être modifiés très facilement par le Parlement européen. Ça voilà. Bref, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir conclure. En tout cas, sachez que j'ai été super contente de commenter cette émission, enfin de commenter ces conférences de presse, pardon, et de faire cette émission avec vous. C'était très chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Que le Royaume-Uni a plutôt baissé la culotte. Non, je déconne. Mais en tout cas, il y a une grosse partie des positions européennes qui ont été acceptées par le Royaume-Uni. Donc voilà. C'est du coup une première étape, il faut que ce soit encore validé, encore discuté, mais bon, on est quand même sur les principes généraux qui ont été admis. Donc voilà. On t'a senti dans une jubilation assez exubérante par moment, Jen. Désolée, mais le Brexit, c'est un sujet qui me passionne. Je trouve ça passionnant comme en termes d'actualité. Et sur les relations futures, l'UE va défendre quoi? Et tché, on va le savoir dans les prochaines semaines, puisque le Conseil européen va devoir définir ses lignes directrices sur le sujet. Donc ça, on ne le sait pas encore. À voir ce qui va suivre. C'est ça qui coule avec le Brexit, c'est que c'est le flou, c'est le suspense. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est dans 2 années là qui sont très très chouettes. Voilà, bref, sur ce, merci, et merci aux dons qui ont été faits, c'est vraiment très chouette, vous étiez très chaud ce soir, merci vraiment beaucoup pour ces dons, merci pour votre présence, puisque vous étiez là encore un vendredi soir à jubiler avec moi sur le Brexit au lieu de boire des coups. Merci à Kevin pour la fiche qu'il a fait sur le Brexit, qui m'a pas mal aidé également, Kevin qui peut-être pointera le bout de son nez prochainement. À voir. Bref, on est aussi également en train de travailler sur le fait de faire une émission spéciale Paradise Papers, et notamment sur la liste noire qui a été publiée par l'Union européenne très récemment. On travaille dessus. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Quoi d'autre? Merci d'avoir regardé, merci aux tipeurs, tout ça. Merci à Jean pour la régie. Régie de qualité, régie exceptionnelle. Jean, quoi. Je retire ce que j'ai dit tout de suite. Parce que Jean joue au troll. Donc je retire. Donc Jean a été catastrophique toute la soirée. J'en peux plus de lui. Venez me chercher, s'il vous plaît. Bref, allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bon week-end. Hein. Ah oui, putain, Apéropolis demain. Demain soir, Apéropolis, à Paris, donc n'hésitez pas à venir, etc., etc. Moi, je ne serai pas parmi vous, je suis désolée, je penserai fort à vous, mais je suis à Nancy ce week-end. Donc, je vous fais des gros bisous, profitez bien de l'Apéropolis, dites coucou à toute l'équipe, et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Bien entendu, on peut sauter sur sa fesse comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.